Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le gouvernement continue la mise en œuvre de l'accès à l'électricité dans le pays profond, la lumière dans le quotidien des populations de plusieurs localités de la région de la Bagoué. 3 villages de Boundiali connectés au réseau national, des villages qui décident alors de célébrer l'événement. Hommage rendu au président de la République, Alassane Ouattara. La gente féminine n'est pas en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Elles sont nombreuses, celles qui excellent dans leurs activités professionnelles. 10 d'entre elles distinguées lors d'une cérémonie. Parmi ces femmes leaders, Abiba Dambélé Saoué, directeur de l'information de la RTI. Les initiateurs entendent ainsi prôner l'excellence au féminin. Plus d'arrêts intempestifs des véhicules de transport en commun, c'est une entrave à la fluidité routière, source d'embouteillages et d'accidents. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan veut mettre fin à ce désordre constaté dans plusieurs communes. Une campagne lancée à Yopougon avec le soutien des autorités municipales. En Somalie, au moins 13 morts dans une attaque djihadiste Shebab dans un hôtel de Mogadiscio, la capitale. Des échanges de coups de feu nourris ont eu lieu entre les forces de sécurité et les djihadistes. Cet attentat est le plus grand défi sécuritaire depuis l'arrivée du nouveau président Hassan Cheikh Mohamed en mai dernier. Elle caresse l'espoir de donner à la corporation un mieux-être. C'est l'idée maîtresse qui a guidé sa volonté. Briguer le poste de président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Elle est élue le 13 août dernier. Docteur Hélène Lobé sait le défi qui l'attend, mais elle sait aussi qu'elle a une approche bien particulière pour adresser les grands mots de cette organisation vieille de 36 ans. Docteur Hélène Lobé-Ouaga, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kolo. Bienvenue, vous êtes l'invité de la page culture et on parlera de cette élection et surtout de ce mandat qui va durer 3 ans. Oui, 3 ans. Ce sera donc tout à l'heure le temps de faire le tour de l'actualité. Et ce tour de l'actualité nous conduit au nord du pays. Kambiala, Diempourgué et Gbemou, ces 3 villages du département de Boundiali sont connectés au réseau électrique. La mise sous tension par la ministre Mariatou Koné a été une occasion de fête, une fête de la lumière, afin de dire sa gratitude au président de la République pour toutes ses actions de développement. C'est un reportage de Amissi Soko. Diempourgué, Kambiala et Gbemou, dans la Bagoué, installée dans le train du développement par la ministre Mariatou Koné. Désormais connectée au réseau électrique, ces localités sortent de l'obscurité après de longues années d'attente. Il a été dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Oui, Madame le ministre, nous aussi, nous avons découvert que la lumière était bonne. 21 ans après. Un rêve devenu réalité grâce à la vision du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi la députée maire de Boundiali se réjouit de cette célébration de la lumière, transformée à juste titre en hommage au chef de l'État. Plusieurs présidents sont passés. Il a fallu l'arrivée du président Alassane Ouattara pour que l'eau arrive enfin à la bouche de celui qui avait tant soif, pour que l'électricité arrive enfin dans notre région, même Boundiali qui est le chef-lieu de région, c'est seulement quelques quartiers de Boundiali qui bénéficiaient d'électricité. Mais le président Alassane Ouattara a fait la promesse à nos parents d'électrifier tous les petits hameaux. Il a promis pour la Bagoué, il a promis pour le Tchologo, il a promis pour toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est illuminée aujourd'hui grâce au président Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme d'équité. En plus des remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara, l'ex-ministre de la Cohésion sociale a invité les populations et cadres de la Bagoué à cultiver encore et toujours la fraternité et la cohésion, véritable gage d'un développement durable. Pour donner de l'électricité à tous, il faut en produire davantage. Le gouvernement a initié une nouvelle extension des centrales d'Azito et de Cyprel. 2 postes sources sont en construction à Coupé et à Tabot, une autoroute électrique qui va s'achever avant la fin de l'année 2022. Le reportage de Lancine Bakayoko. La Côte d'Ivoire monte en puissance avec la construction de nouvelles centrales thermiques, celle d'Atinkou qui va produire 390 MW, et celle d'Azito 4, 253 MW. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie suit les chantiers de construction du réseau d'évacuation de l'énergie produite par ces 2 centrales vers les foyers de consommation
que sont les zones industrielles et les ménages. Une ligne de 400 kV entre Tabote et Akoupezeyi, un vrai boulevard électrique. Jusque-là, vous aviez peut-être deux voies. Donc, bien évidemment, ça suppose que sur une ligne droite, sur la voie, il ne peut y avoir que deux voitures qui passent en même temps. Et quand vous passez à 2 fois 4 voies, ça veut dire que vous doublez votre capacité donc, de transit. C'est la même chose pour nous. On était à 225 kV. Aujourd'hui, nous passons à 400 kV. Ça augmente notre capacité donc, de transit d'énergie. Une ingéniosité technologique sur le réseau avec la construction de superstructures combinée à des travaux de déroulage et de câblage sur les lignes haute tension ou encore les travaux de montage de pylônes offshore, notamment au fin fond de la lagune Ébrié. Aujourd'hui, on a un état d'avancement qui nous rassure sur le fait que ces travaux seront complètement achevés pour aussi bien les postes que le tronçon des lignes qui quitte Tabote jusqu'à ici PK24. Ces travaux seront achevés d'ici la fin de l'année et on aura une mise en exploitation en janvier 2023. La construction de ces réseaux d'évacuation associés aux centrales Atinkou et Azito 4 de 400 kV appelés aussi RACA et tous les autres gros ouvrages de production électrique portés par Côte d'Ivoire Énergie visent à mettre à la disposition des ménages et des industriels de l'énergie abondante et de qualité. Quand on regarde le taux de croissance donc de la demande d'énergie en Côte d'Ivoire, ça nous oblige à nous adapter, à nous organiser pour être à tout moment capable donc de faire face à cette demande-là. On aura d'autres projets dans le cadre desquels on passera également à 400 kV. À l'horizon 2030, la puissance installée de la Côte d'Ivoire devrait culminer à environ 4000 MW, consolidant la vision de fait de la Côte d'Ivoire, un hub énergétique avec un mix de 42% en énergie renouvelable. Il faut aussi bien former les jeunes pour maintenir cette dynamique de développement. 500 jeunes formés au civisme et à la citoyenneté à Yamoussoukro. Ils viennent de recevoir leur certificat de fin de formation. C'est le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Konan Bertin, qui a présidé la cérémonie. Kader Sogodogo. Le gouvernement, dans une volonté de reprise en main, a initié à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le service national des jeunes. Rigueur militaire, citoyenneté et civisme étaient au programme. Que retiennent ces jeunes après cette formation? Un adage dit que tant que la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne s'arrête jamais. Alors poursuivons tous ensemble l'élan de solidarité et de développement pris par notre gouvernement et nous arriverons certainement à une Côte d'Ivoire unie et solidaire avec des valeurs fortes et une jeunesse consciente et compétente. Panel, pilotage de drones, fabrication de savon liquide, ces jeunes ont beaucoup appris. Au nom de son collègue Mamadou Touré, Bertin Kwadjo Konan, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, réitère un vœu cher du chef de l'État, celui de voir la jeunesse soucieuse du développement de la Côte d'Ivoire. J'ose espérer, chers jeunes, vous repartez donc chez vous, riches en enseignement, en relations humaines et en fraternité. Vous qui avez vécu ici en bonne intelligence, vous qui avez appris à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer dans vos différences, vous ne pouvez qu'être fiers de rentrer chez vous, revêtus du manteau d'ambassadeur pour la cohésion nationale, la paix et la fraternité. Avant de recevoir leur attestation de fin de formation, les 500 jeunes ont suivi avec beaucoup d'intérêt la vie du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, à travers une présentation du ministre-gouverneur Augustin Thiam, également connu sous le nom de Nanan Boigny Ndri III, chef canton des Akoué de Yamoussoukro. On quitte la capitale politique et allons voir la soirée de distinction des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Cette édition a vu 10 leaders féminins distingués, au nombre desquels la première vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fadiga, et la directrice des journaux d'information de la RTI, Abiba Dambélé Saoué. Par cette reconnaissance du mérite, les organisateurs estiment que c'est un appel aux femmes à davantage croire en leur capacité. Walter Amadou Ouattara.
Le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados veut assurer pleinement la mission principale qu'elle s'est assignée, à savoir accompagner toute action de développement initiée par le président de la République de Côte d'Ivoire et encourager les dynamiques femmes engagées dans sa logique. Cette soirée de reconnaissance en est une parfaite illustration. Nous avons distingué les femmes battantes qui ont fait beaucoup pour le développement de la Côte d'Ivoire, participé à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons honoré aujourd'hui pour dire merci à ces braves dames, à ces grandes dames de continuer d'honorer, de continuer de faire grandir la Côte d'Ivoire, de faire avancer la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République. Elles sont 10 femmes distinguées pour cette première édition dotée du prix Alassane Ouattara. Le nom du président de la République. Un homme qui a su hisser la Côte d'Ivoire à ce niveau. C'est vraiment une grande fierté. Et je voudrais à travers ce prix lui dire merci et lui dédier ce prix. Je suis fière et tout cela doit m'amener à aller plus loin, à m'investir un peu plus pour mon pays, à travailler plus dur pour aller plus loin. Ça nous donne encore une force et ça nous donne encore un pouvoir de pouvoir aller de l'avant. Si on le fait davantage, je crois que nous serons élevés au rang national. Le message que je souhaiterais passer aux jeunes filles, aux femmes, que ce soit en milieu rural, que ce soit en zone urbaine, c'est de se battre. Le travail paye. C'est une invite à toujours faire mieux. Ça nous met encore en mission pour les échéances à venir, surtout 2025, pour mener des actions en faveur du président, pour l'accompagner dans sa politique noble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La porte-parole des honorés exhorte la gente féminine à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. On attribue tous les mots à la politique. Mais ce que je vais dire à mes sœurs ce soir, c'est que c'est pour les éliminer. Ça ne va pas les encourager à rentrer en politique. Donc toutes les places restent aux hommes avec la loi. Il y a le quota de 30% qu'on n'atteint pas. Donc il faut qu'on fasse tout pour dépasser les 30%, aller à la parité, 50-50. Cette distinction des femmes leaders est soutenue par le ministre du Tourisme, Sindou Fofana. Et on continue de parler de leadership et aussi d'entrepreneuriat jeune. Junior Achievement et la Fondation Zurich qui viennent de lancer un nouveau partenariat. Ces organisations accompagnent l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette initiative va permettre d'impacter 1 million de jeunes par an dans les différents pays bénéficiaires. Victorine Yaoyoboué. Contribuer à créer un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. C'est cet objectif que poursuivent Junior Achievement Afrique, Junior Achievement au niveau mondial et la Fondation Z Zurich. Pour impacter plus de jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et du leadership, ces 3 organisations ont lancé un nouveau partenariat de 3 ans par visioconférence. Ce nouveau partenariat permettra d'être plus actif dans les pays francophones déjà bénéficiaires tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal et de faire bénéficier ce programme à d'autres pays, notamment le Burkina Faso, le Togo et la République démocratique du Congo. Les activités pour l'égalité sociale se concentrent sur l'éducation, l'apprentissage, le mentorat et des interventions contribuant à une employabilité durable. Beaucoup de jeunes Africains ont l'esprit d'entreprise, mais sont limités dans leur capacité à comprendre et à analyser les défis qui les entourent. L'objectif des JA Afrique est d'impacter au moins 1 million de jeunes par an. En Afrique, le besoin est grand. 10 millions de jeunes terminent leurs études alors que seulement 3 millions d'emplois sont disponibles. Nous avons donc besoin d'une formation en entrepreneuriat sur le continent. Junior Achievement intervient beaucoup plus dans les pays anglophones. Le succès enregistré en Côte d'Ivoire a servi de catalyseur pour un appui plus important aux jeunes Africains francophones à la recherche de mentors pour faire face aux nouveaux défis du commerce mondial, de la technologie et de l'innovation. Et vous l'avez certainement remarqué, les arrêts intempestifs des véhicules de transport en commun constituent une entrave à la fluidité routière. Ils sont source d'embouteillages et d'accidents. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan veut freiner ce désordre. Une campagne vient d'être lancée à Yopougon en collaboration avec les autorités municipales. Des détails avec Serge Coléa. Réduire les embouteillages et améliorer la fluidité de la circulation. C'est l'objectif de l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Dans cette optique, l'organisation a entrepris la construction d'arrêts minutes, encoches et têtes de stationnement
au profit des véhicules de transport en commun, communément appelés Baka et Woro. Quand un usager est dans un Baka par exemple, qu'il est proche de sa destination, il ne peut pas maintenant dire au chauffeur ou bien à l'apprenti, je descends ici, et celui-ci de manière brusque stationne le véhicule sur la chaussée et pour que les usagers descendent. C'est ce qui crée le désordre que vous voyez un peu sur certains axes. Nous voulons maintenant organiser cela. Maintenant, si vous sortez, que vous voulez emprunter un service de transport en commun, vous partez au point d'arrêt le plus proche. La MUGA, la mairie de Yopougon et les différents partenaires au projet s'engagent à veiller à sa bonne exécution. Ce désordre-là préoccupe beaucoup le ministre d'État. Il a pris un arrêté à son temps pour sanctionner vraiment ces mauvais comportements. Nous appelons d'ailleurs les transporteurs vraiment à respecter ces points d'arrêt et ces points de stationnement-là. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet. Je prends mon Baka et mon Woro à l'arrêt, c'est le slogan de sensibilisation. Ces différentes infrastructures s'inscrivent dans la politique de professionnalisation du transport artisanal lancée par la MUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Et on parle aussi de la Covid-19, c'est une lutte qui se poursuit. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 68 nouveaux cas de Covid-19, 87 guéris et 0 décès. À la date du 20 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 440 cas confirmés, dont 85 465 personnes guéries, 817 décès et 158 cas actifs. Au total, 18 152 650 doses administrées contre la Covid-19. Et on parle de cohésion sociale dans la Bagoué. Le ministre Bruno Nabagné-Koné veut consolider la paix et la cohésion dans cette région. Il a eu des rencontres d'échange avec la population sur la nécessité du vivre ensemble. Charles Tatou. Week-end chargé pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné, cadre de la région, dans sa vision de consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la Bagoué. Il a animé plusieurs rencontres traduisant cette préoccupation. D'abord, celle des guides religieux des communautés musulmanes de Kouto et Bundiali, avec qui il a échangé pour leur contribution à la sensibilisation à la paix. Ensuite, une causerie débat avec les jeunes de Bundiali sur la paix. Nous étions effectivement avec nos guides religieux qui ont fait des prières et au-delà des prières, qui nous ont prodigué d'importants conseils. Surtout des conseils au plan de l'union, de la cohésion entre fils et filles de la région de la Bagoué. Ce sont des messages que régulièrement nous-mêmes passons et ce sont des messages que nous souhaitons voir entendus par tous les cadres de la région de la Bagoué. C'est une composante qui a souvent l'impression d'être délaissée et c'est à nous de venir avec un message rassurant vers cette jeunesse-là. Venir l'écouter, venir lui dire ce qui est fait au niveau national. Tous les efforts qui sont fournis par le chef de l'État, par le Premier ministre, par le gouvernement, au profit de cette jeunesse. Donc nous allons continuer ce travail. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a étendu son message de paix et du vivre ensemble aux plus petits de la région, recevant les enfants de la diaspora en colonie de vacances à Kouto, non sans procéder au lancement du tournoi de football doté de trophée Madame Dominique Ouattara à Kouto et à Tengrela. Et dans l'actualité politique, le mouvement de soutien au PDCI Action 2025 Diaspora a effectué sa rentrée politique. C'était ce samedi à la maison du parti à Cocody. L'organisation vient apporter sa contribution pour les élections locales à venir. Lorgoretti, Michel Digri. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire peut compter sur ses militants de la diaspora pour mieux préparer les futurs défis électoraux. Une délégation de PDCI Action 225 Diaspora, un mouvement de soutien proche du PDCI RDA, est sur les bords de la lagune ébriée pour faire sa rentrée politique et marquer ainsi le début de ses activités. C'est un mouvement ivoirien qui est affilié au Parti démocratique de Côte d'Ivoire dirigé par le président Henri Konan Bédié. Et donc nous apportons notre soutien
à ce parti-là depuis la diaspora. Après cette rentrée politique, donc nous mettons le cap sur 2025 et 2023, la réorganisation, le financement du parti, la recherche donc des partenariats, l'organisation sur le plan technique et administratif pour la participation effective du parti aux élections qui arrivent. La cérémonie de ce jour a été une occasion d'échange entre les membres fondateurs du PDCI Action 225 Diaspora, les militants et sympathisants, mais aussi les cadres du PDCI RDA. Ils m'ont demandé de leur faire un exposé sur le PDCI d'hier, aujourd'hui et de demain. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PDCI a œuvré à la libération de la Côte d'Ivoire d'hier, a contribué à sa construction et à son épanouissement. Et le PDCI RDA doit s'organiser aujourd'hui pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Pour les fondateurs de ce mouvement de soutien au PDCI, la feuille de route est claire. Rassembler les militants du parti autour des idéaux de paix et de réconciliation, mais surtout mobiliser les militants de la diaspora pour permettre au PDCI RDA d'aborder sereinement les prochaines échéances électorales. Et dans le reste de l'actualité, une attaque d'islamistes Shebab dans un hôtel de Mogadiscio en Somalie. Au moins 13 morts. Des échanges de coups de feu nourris ont eu lieu à l'hôtel Hayat dans la capitale somalienne entre les forces de sécurité et les djihadistes. La zone étant donc totalement bouclée, cet attentat est le plus grand défi sécuritaire depuis l'arrivée du nouveau président Hassan Cheikh Mohamed en mai dernier. Et ici, en Côte d'Ivoire, les résidences meublées se sont accrues dans le pays. Même si cela représente une belle opportunité pour le tourisme en Côte d'Ivoire, il faut comprendre et encadrer cette activité. C'est ce qui justifie cette démarche du ministre Siandou Fofana, recenser ces villas et appartements. Le reportage de Laure Goretti et Patricia Omouetia. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les résidences meublées sont en plein essor, mais le secteur reste encore dans l'informel. Pour mieux le cerner, le ministère du Tourisme et la Fédération des résidences meublées de Côte d'Ivoire ont lancé cette opération de recensement à travers tout le pays. En Côte d'Ivoire, il y a plus de chambres de résidences meublées en Côte d'Ivoire que d'hôtels, des chambres d'hôtels. Et aujourd'hui, la Fédération des résidences meublées s'est retrouvée ici pour fédérer les forces de toutes les résidences meublées en Côte d'Ivoire afin de se recenser et de se mettre dans le moule de la stratégie sur le Côte d'Ivoire, impulsée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Il faut des résidences qui soient classées pour que tous ceux qui viennent de l'extérieur puissent résider dans ces résidences avec la plus grande satisfaction. Conduite par un opérateur du secteur, cette initiative permettra de répertorier, classer et centraliser les données pour une professionnalisation du secteur. Et on parle maintenant de culture. C'est la deuxième édition du Festigua. La 5e journée est dédiée aux costumes et parures du peuple Gwa. C'était en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. On a pu voir un défilé dans ses vêtements à l'ancienne. Frédéric Gorebi, Francoadio. 5e jour du Festigua 2022. Deuxième édition. Chant, danse, rythme et folklore du riche patrimoine culturel Gwa sont de la partie. Une célébration qui se tient à Dabré dans la sous-préfecture de Oglapo, département d'Alépé. Cette 5e journée, dédiée aux costumes et parures du peuple Gwa, s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, parrain de cette édition du Festival des Arts et de la Culture Gwa Festigua. Pour Maître Diamant Dominique Alain, initiateur, il était temps de lever un coin de voile sur les Gwa et ce qui fait leur particularité. Le parrain de cette deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture Gwa est honoré du choix porté sur sa personne. Il prend alors l'engagement d'œuvrer à l'enracinement et au rayonnement du Festigua. Ensemble, nous allons travailler à faire grandir le Festigua. Dabré et toute la sous-préfecture désormais devront être inscrits dans le calendrier des festivals dans notre pays. Et comme on va à la Bissa à Grand Bassam, au Popo à Bonois, comme on va dans les festivals dans l'Indienné Djouablin, à Korogo, à Bundialé, à Tanda, à Bondouko, les Ivoiriens vont se donner désormais rendez-vous ici à Dabré pour le festival. Cette journée, qualifiée d'exceptionnelle par le comité d'organisation du Festigua, a été agrémentée
par un défilé de costumes en pays Gwa. Les différentes époques sont revisitées de l'avant à l'après-indépendance. Démarré depuis le samedi 13 août, le Festival 2022 referme ses portes le 21 août prochain. Un autre événement qui met en valeur la culture ivoirienne, c'est dans le village de Yaou, une sous-préfecture de Bonois. L'ambiance était au rythme de Yaou Festival que l'on voit avec Patricia Omouetia. Ambiance, exposition, animation, spectacle vont rythmer ces 2 jours pour faire battre le cœur des festivaliers du Yaou 15 août Festival. Je suis arrivée de Yamsoko pour venir festoyer avec mes parents. Ça se passe très bien. Nous avons prévu la nourriture pour au moins 300 personnes. Sur place, brasserie et restauration pour les festivaliers. Je mange déjà africain depuis plusieurs années, le garba d'ailleurs. Une ambiance qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition, la réconciliation en marche à Yaou. Yaou, dans un processus de réconciliation, c'est une occasion pour nous de nous retrouver, de nous parler, de partager et de faire avancer notre processus. C'est dans cet esprit de réconciliation que la cérémonie d'ouverture a réuni autorités traditionnelles, coutumières et administratives. Pour le commissaire général de la 5e édition du 15 août Festival de Yaou, c'est un pari gagné que de réconcilier à travers ce festival les fils et filles de sa région. Il y a quelques années, l'entente n'était pas au beau fixe et l'idée m'est venue avec mon équipe d'initier ce festival qui est juste un festival de réconciliation en fait, à la recherche de l'unité. Et depuis 2 mois, l'unité est là, elle est présente ici dans mon village. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé ses encouragements aux notables de Yaou pour le rôle de protection et de transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations. Je vous félicite tous pour avoir permis qu'ensemble vous trouviez ce point d'ancrage culturel qui confirme que les différends ne sont pas insurmontables. Le parrain de la cérémonie, le docteur Eugène Akaoulé, s'est inscrit dans la dynamique de la réconciliation et de la cohésion sociale telle que prônée par le président Alassane Ouattara. La culture doit contribuer à faire la paix. La culture doit nous aider à faire la réconciliation, elle qui est déjà notre première richesse, pour que nous puissions développer les autres aspects de notre culture. La 5e édition de Yaou 15 août Festival, c'est plus de 30 000 festivaliers et plusieurs artistes qui ont tenu en éveil les festivaliers. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit pour célébrer la réconciliation et l'unité dans le village de Yaou. Et cela fait 40 ans qu'il évolue dans l'univers de la musique ivoirienne. 22 albums couronnés de succès et de distinction. L'un des titres a d'ailleurs marqué les esprits. Kaloubé, Luxon Pado sera sur la scène pour marquer ces 4 décennies. Mais avant, un hommage est rendu au roi du Labalaba, Davis Oyo Franquadio. Il est l'un des dinosaures de la musique tradimoderne ivoirienne. Luxon Pado, de son vrai nom Lago Seya Tapeluk, est célébré. Une journée hommage lui est consacrée pour marquer ses 40 ans de carrière. Pour mieux présenter le roi du Labalaba, style rythmé et dansant, un panel lui est consacré. Thème, Luxon Pado, l'homme, sa musique et sa discographie. Nous avons voulu organiser cette journée d'hommage pour magnifier Luxon Pado, parce que nous considérons aujourd'hui que c'est une légende vivante de la musique tradie moderne. Et je ne suis pas de cette école qui célèbre les gens après leur mort. Pour Luxon Pado, je pense bien qu'il faut le célébrer de son vivant. Aux côtés du roi du Labalaba, écrivain, musicologue et administrateur dissèque la carrière, la vie et la longévité musicale de l'homme. Retenez d'abord l'homme, son humilité, sa magnanimité, sa promptitude à agir, une belle musique qui a commencé depuis 1982 par son repère, son cousin Ernesto Djedje, le Ziglibit, et ensuite qui s'est poursuivi avec le Labalaba. 1982, sortie de son premier album, Kaloubé, qui marque les esprits, puis 20 autres productions jusqu'en 2022. Luxon Pado, une carrière qui inspire plus d'un. Aujourd'hui, on célèbre Luxon Pado, mais toute sa vie n'a pas été rose. Il a eu plusieurs difficultés, mais il a développé cette capacité de résilience qui lui a permis, n'est-ce pas, de braver ces difficultés et de devenir le Luxon Pado qu'on connaît aujourd'hui.
pense qu'il constitue un modèle pour les autres artistes et pour les nouvelles générations. Nostalgie, émotion et reconnaissance étaient au rendez-vous. L'ambassadeur de la musique du terroir en est fier. Je suis content des palénistes et tous les journalistes qui sont venus voir Luxon Pado, échanger avec Luxon Pado. Et je pense que mon combat n'est pas perdu. Et je donne rendez-vous le 27 août à l'Hôtel d'Ivoire pour qu'ensemble on chante la Côte d'Ivoire et surtout la paix et la réconciliation. Cette journée hommage à l'endroit de Luxon Pado se tient en prélude à son concert de 40 ans de carrière, respectivement les 27 août et 3 septembre prochains. Voilà, on se mobilise déjà à partir du 27 août pour ce concert 40 ans de Luxon Pado. Rebonsoir, sinon bonsoir. Docteur Hélène Lobé-Ouaga. Bonsoir, Monsieur Kolo. Vous êtes présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire depuis le 13 août dernier. Déjà, depuis félicitations. Juste une semaine, merci. Juste une semaine, oui. Justement. Alors, on parlera de votre mandat, c'est 3 ans, et les actions pour le livre en Côte d'Ivoire. Il y avait 6 candidats au départ, et les 5 se sont désistés pour vous. Il y a eu une sorte de consensus autour de votre personne, autour de votre candidature. Alors, comment vous l'avez ressenti? En effet, j'ai été plébiscitée. Et je l'ai ressenti comme un désir d'aller de l'avant, de taire tout ce qui pouvait embarrasser l'émergence et l'avancée de l'association vers des jours meilleurs. Alors, il y avait à peu près 150 personnes à cette élection, mais les écrivains en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 700. Un peu plus de 700 personnes. Pourquoi il y a eu ce faible taux de participation? Ce faible taux parce que peut-être que la chose du livre a créé un désintéressement au niveau des écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire le coût, ce qu'on gagne et tout ça, ça n'a pas été pour nous encourager. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus aussi nombreux, mais je pense que ça va s'améliorer. Alors c'est justement le nouveau combat. Comment remobiliser tout le monde autour de la question du livre? Oui. On parlera de ce mandat et toutes ses implications tout à l'heure. Le temps de regarder Raleigh Diomandé et Franck Quadio qui nous parlent justement de ce mandat qui commence. Lobé Hélène, candidate unique lors du 9e congrès de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire (AICI), est élue par acclamation. Elle prend ainsi les rênes du groupement et succède à Makeriti qui aura passé 6 années à la tête de l'AICI. Hélène Lobé est enseignante en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Par ailleurs, auteur de 8 œuvres, dont Au-delà des tourments, prix Sambène Haussmann du roman africain en 2019. Ce vote par acclamation est pour l'élu une grande marque de solidarité qui prédit des jours glorieux à l'AICI. Pour son mandat, la nouvelle présidente a pour ambition de construire un siège pour l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, mais surtout de créer un climat de confiance entre tous les écrivains ivoiriens, des objectifs qu'elle devra atteindre en 3 ans. Et elle entend compter sur l'appui de ses pairs pour gagner ce pari. Justement, on va parler de ce mandat. Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète pour ces écrivains? Et vous le disiez tantôt, il y a comme une sorte de désintérêt autour de la chose du livre, en tout cas en ce qui concerne les écrivains. Alors, des intérêts, on l'a constaté, mais avec le consensus qu'il y a eu autour de ma personne, je pense qu'il y a un regain d'intérêt maintenant et que les choses vont aller s'arrangeant. Et donc, je compte, durant mon mandat, contribuer à rassembler les écrivains autour de la chose du livre, par nos productions, par tout ce que nous pouvons faire pour faire avancer le livre en Côte d'Ivoire. Et pour que l'écrivain lui-même soit fier d'appartenir à cette corporation et de pouvoir vivre de sa plume. Alors c'est pour cela que vous parlez de maturité, vous parlez d'unité, de responsabilité, de solidarité. Et de solidarité. Oui, parce que unis, nous pouvons aller loin. Nous sommes aujourd'hui mûrs de nos écrits, de nos expériences, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous n'avons pas eu jusque-là et pour lesquels nous sommes prêts à nous battre pour avoir d'abord un siège, pour améliorer nos conditions de vie, pour pouvoir vivre de nos plumes, pour que l'écrivain soit heureux d'être écrivain déjà, ne devient pas écrivain qui veut. Alors, vous parlez de tout ça comme si tout était à refaire. Pourtant, l'association est vieille, elle a 36 ans. Elle a 36 ans, beaucoup de choses ont été faites. Donc l'élémentaire. Mais le siège, jusque-là, nous n'avons pas pu l'avoir. Et ce sera mon cheval de bataille. Avoir un siège, je pense que les différents présidents qui sont passés, qui se sont succédés, ont essayé
d'avoir ce siège-là. Et là, je vais essayer à mon tour et je ne resterai pas sans rien faire. En cela, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, particulièrement au président de la République. Monsieur le Président, qui œuvre pour le bien-être de l'Ivoirien, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les écrivains font partie des rayons de soleil qui illuminent la Côte d'Ivoire. Mais notre rayon est sombre, il n'est pas lumineux. Monsieur le Président, aidez les écrivains de Côte d'Ivoire à avoir un siège. D'accord. Alors, à côté de cet apport qu'éventuellement on pouvait avoir, mais les écrivains sont quand même nombreux à se plaindre de cette précarité, de la mauvaise rémunération. Est-ce qu'il ne revient pas à l'organisation de mieux structurer d'abord cette association, de mieux structurer l'activité elle-même avant éventuellement toute chose? C'est à cela que nous allons nous mettre au travail. Parce que dès l'entame de notre mandat, nous allons faire les assises, c'est-à-dire les états généraux de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui vont nous permettre d'identifier les problèmes de la corporation, nous donner les moyens d'aller de l'avant. Donc faire une feuille de route qui va nous permettre de vivre de notre art. Alors donc finalement, l'une des questions, c'est de revoir toute la chaîne du livre, la chaîne de valeur du livre. Oui, toute la chaîne de l'écrivain au lecteur. Il faut que tout soit revu. Alors, on parle de 10% de rémunération sur la production d'un livre. Ça, c'est pour les éditeurs les plus généreux. 10%, mais sinon, c'est moins que ça? C'est moins que ça. Il y a des maisons d'édition qui payent 3% de la valeur de votre livre, 5%. 10%, c'est le plus généreux. Est-ce que ce n'est pas catastrophique, cette situation? C'est plus que catastrophique, parce que 10% de 3 000 francs, il vous faut vendre 100 livres pour avoir 30 000 et 1000 livres, ce qui n'est pas évident pour avoir 300 000. Alors, finalement, c'est de quoi vit l'écrivain alors? L'écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui aime ce qu'il fait. On n'écrit pas parce qu'on a envie de créer ou parce qu'on n'a rien à faire. On écrit parce qu'on aime déjà. C'est déjà la première étape pour être écrivain. Vous aimez et puis vous avez envie de partager ce que vous êtes en train de faire. Mais ça reste quand même un métier, donc on peut vivre de son art. On devrait pouvoir vivre. On devrait pouvoir vivre. C'est pour ça que toute la chaîne du livre, de l'écrivain au récepteur qui est le lectorat, tout ça doit être à revoir. Tout doit être à revoir et pour cela, nous allons créer des partenariats, nous allons solliciter des partenariats avec tous les éléments de la chaîne du livre pour que tout le monde puisse gagner, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, tant pour les écrivains que pour ceux qui perçoivent le livre, le lecteur, les éditeurs. Toute la chaîne du livre doit pouvoir bénéficier des bienfaits de l'écriture. Puisqu'on est sur la question financière, est-ce que finalement ceux qui disent que les livres sont chers n'ont pas raison? Qu'est-ce qu'il faut faire à ces niveaux? Il faut une politique concernant le livre. Une politique concernant le livre. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans les bibliothèques, il n'y a plus de nouveaux livres. Il y a de vieux livres, il y a des livres, mais de vieux livres. Des livres dans lesquels la plupart de nos jeunes ne se retrouvent pas, ne se reconnaissent pas. Il faut donc une politique de contribution au niveau des bibliothèques, au niveau des établissements. Il faut que dans les établissements, il y ait des bibliothèques. Il faut que partout, on puisse trouver des endroits où toute personne qui aime lire ou qui est curieuse de la chose du livre puisse s'arrêter pour jeter un coup d'œil. Dans les agences de transport, dans les gares, dans les aéroports, on devrait pouvoir, dans les entreprises, en créant, et nous allons le faire, on va essayer de créer un partenariat avec les entreprises pour avoir des cafés littéraires, par exemple, pour qu'une personne... Pour avoir des bibliothèques aussi. Pour avoir des bibliothèques. Partout on devrait pouvoir avoir. Alors, il y a une question sur ceux qui sont passionnés d'écriture, qui ont des manuscrits, évidemment non publiés. Est-ce que vous avez une politique en ce qui concerne l'éclosion de nouveaux talents? Alors, ce serait de rencontrer les éditeurs avec qui nous avons, là aussi, il y a de très bons rapports, parce que la plupart des gens qui ont un manuscrit ou un tapuscrit en main ne savent rien de comment faire un livre. Ils ne savent pas, par exemple, qu'il y a rémunération de 3% et qu'on ne vit pas de son art. Non, mais cela va évoluer. Cela va évoluer parce que tout le monde est concerné, tout le monde est coupable, tout le monde devrait se mettre à l'action.
pour le mieux-être des écrivains et de tout le monde d'ailleurs. Alors, je rappelle que vous-même, vous êtes écrivaine, vous avez 8 parutions, vous avez 8 livres. Oui, et vous avez surtout eu le prix Ousmane Sembène, c'était en 2019 au Sénégal, à Dakar. Au Sénégal. C'était lequel des ouvrages qui vous a valu cette Au-delà des tourments. Oui, brièvement, en un mot. Au-delà des tourments, qui raconte l'histoire des hommes à qui il arrive aussi d'avoir des problèmes sentimentaux. Mais la différence, c'est que les hommes, par rapport aux femmes, ne montrent pas leurs sentiments. Et dans Au-delà des tourments, j'essaie de lever le voile pour dire que les hommes aussi, ils souffrent quand ça ne va pas. Ils souffrent, mais il faut un peu plus d'amour pour permettre de lever le voile. Merci. Merci, Dr Hélène Lobé-Ouaga, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. On vous souhaite un très bon mandat. Merci. Et à bientôt. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'en buvant l'eau du puits, il ne faut pas oublier de remercier ceux qui l'ont creusé. Dieu le voulant, on se retrouve demain.